vous remercie à tous de nous rejoindre pour cette dernière séquence de notre cycle d'ateliers avec nos partenaires des douanes. Donc, Guillaume Muller, chef du pôle action économique de Rouen, et son collaborateur Gaëtan Edline vont nous donner des conseils donc, pour ce dernier webinaire pour améliorer sa stratégie commerciale à l'international. On va parler des accords commerciaux et des régimes particuliers. Donc, toujours les petits conseils pour que tout se passe bien. Donc, on enregistre le webinaire comme à chaque fois et vous pourrez accéder au replay sur la plateforme des solutions accélérateur-export.fr, export, pardon, je viens le prononcer. On vous enverra également le support de présentation à l'issue du webinaire avec l'ensemble des coordonnées des intervenants. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, donc là, on est en format webinaire, donc on ne peut pas vous donner la parole, mais vous pouvez les écrire sur le chat et on les posera pour vous à Guillaume et à Gaëtan et ils pourront y répondre en directement. Voilà, donc merci à tous et puis je laisse Guillaume et Gaëtan prendre la main pour vous présenter la thématique du jour. Merci Julia et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager l'écran directement. En principe, il devrait s'afficher. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran ou pas? Oui, par contre, il n'est pas en diaporama. Oui, j'arrive pas à le mettre. C'est comme si c'était bloqué. Bon, sinon, on va commencer comme ça et j'essaierai juste après. Bonjour à tous. Comme je vous le disais, aujourd'hui, comme Julia vous le disait, aujourd'hui, c'est le dernier atelier de ce webinaire, de ce cycle d'ateliers. Alors, comme ça a été rappelé les fois précédentes, nous sommes à votre disposition pour des entretiens individualisés. Et aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur les autorisations douanières qui peuvent être adaptées à vos profils, à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si ces autorisations-là peuvent vous intéresser. Je vais laisser la parole à Gaëtan pour vous présenter du coup les accords de commerce et ce qu'on appelle le dédouanement centralisé national. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous n'aurez pas de problème de son. N'hésitez pas sinon à le signaler dans le petit chat. Alors effectivement, les accords commerciaux, pourquoi en bénéficier et pourquoi est-ce important pour un opérateur économique de connaître l'existence de tels accords et de connaître leurs dispositions? Alors l'Union européenne conclut très régulièrement des accords commerciaux avec des pays partenaires. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 41 pour environ 72 pays partenaires de l'UE. Alors, les objectifs principaux de ces accords commerciaux, donc pour les opérateurs, cela leur permet de connaître premièrement les conditions pour bénéficier des droits de douane nuls ou réduits grâce à l'origine préférentielle. Cela leur permet également de connaître les assouplissements relatifs aux règles d'acquisition de l'origine préférentielle dans l'une ou l'autre des parties à l'accord. Et enfin, très souvent, ces accords vont offrir la possibilité de certifier soi-même l'origine préférentielle Union européenne de ces marchandises, donc sur des documents commerciaux de type facture commerciale, et ce, sans avoir à recourir, par exemple, à un certificat EUR1 dont la délivrance est payante. Alors, je me permets de faire un petit rappel juste sur l'origine préférentielle et non préférentielle, donc pour bien faire la distinction entre les deux. Pour rappel, donc, une marchandise a toujours une origine non préférentielle, donc dite de droit commun. Cette origine va permettre de déterminer le plus haut taux de droits de douane et de taxes applicables à une marchandise, tandis que l'origine préférentielle, donc qui ne se substitue pas à cette origine de droit commun, va simplement permettre, dans les échanges Union européenne-pays partenaires,
dans quelles conditions les marchandises exportées dans l'une ou l'autre des parties à l'accord va pouvoir bénéficier d'un traitement plus avantageux, donc une réduction ou une absence de droits de douane. Alors, on voit tout de suite les intérêts qui se profilent pour les entreprises, pour les opérateurs économiques. Ces accords commerciaux, en tant qu'exportateurs, vont vous permettre de démarcher des clients dans des pays où finalement vos marchandises seront frappées par des droits de douane nuls ou réduits, donc ils seront plus concurrentiels. Donc voilà, vous allez pouvoir démarcher des clients et vos produits seront plus compétitifs. À l'inverse, vous êtes fabricant, vous importez des marchandises. L'intérêt des accords commerciaux, c'est de pouvoir vous approvisionner dans des pays partenaires où finalement la matière première, une fois importée en France dans l'Union européenne, sera beaucoup moins taxée. Donc, c'est vraiment un intérêt économique. Alors, pour retrouver ces accords commerciaux, vous avez la liste de ces différents accords sur le site internet des douanes, donc repris sur le lien qui s'affiche sur la slide. Et alors, sur le site internet, la présentation sera la suivante. Les accords sont listés par zone géographique. Donc, le plus récent étant le Royaume-Uni. On a les pays européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais comme la Norvège, la Suisse ou l'Islande, les pays du pourtour méditerranéen, des Balkans, la zone Amérique, la zone Asie, la zone ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc, vous voyez, il y a tous les continents qui sont représentés. Vous cherchez un accord, il vous suffit de cliquer sur la zone et de vérifier si le pays est repris dans la zone en question. Alors concrètement, on va le voir avec un petit exemple. Comment savoir si une opération peut bénéficier des avantages prévus par un accord commercial? Donc, dans l'exemple, il s'agit d'une importation de fraises canadiennes en France qui sont reprises sous la nomenclature 08 11 10 11 00, donc dans le tarif douanier. Alors, il s'agit de fraises non cuites, congelées et additionnées de sucre, teneur en sucre supérieure à 13% du poids. Voilà pour la nomenclature. Donc, sur le site des douanes Zone Amérique, il y a bien l'existence d'un accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Donc, la première question à se poser, évidemment, c'est: existe-t-il un intérêt économique à solliciter l'origine préférentielle canadienne de ces fraises? Donc, pour cela, en fait, il faut rechercher les taux de droits et taxes dont est passible la marchandise à l'importation dans l'UE. Non seulement on regarde son origine préférentielle, mais aussi on regarde son origine préférentielle pour pouvoir faire une comparaison. Pour rappel, vous avez deux moyens pour effectuer cette recherche. Soit vous utilisez le téléservice Rita Encyclopédie, donc qui est librement accessible sur le site internet des douanes. Vous tapez Rita Encyclopédie dans le petit moteur de recherche et vous tombez sur le téléservice. Ou alors, vous pouvez utiliser la plateforme qui a été mise en place par la Commission européenne, donc Access to Market. Là encore, c'est très facile d'accès. Vous tapez Access to Market dans votre barre de recherche type Google et vous tombez sur le moteur de simulation. Donc, pour les besoins de l'exemple, la simulation a été effectuée dans Access to Market. Donc, on le voit, il y a deux taux de droits de douane qui s'affichent. Un taux erga omnes à 20,80% avec aussi 8,40 € par 100 kg donc de marchandises importées. Et on a un taux préférentiel donc à 0%. Alors, ici, on voit qu'il y a un intérêt économique à solliciter une origine préférentielle puisqu'on a un taux préférentiel à 0%. Si le taux erga omnes applicable à l'égard de tous, c'est la signification de la locution latine, était déjà à 0%, il n'y aurait pas d'intérêt finalement à solliciter la préférence puisque si on sollicite une préférence, il va falloir par la suite la justifier. Donc, si le taux de droit commun est déjà à 0%, c'est inutile de solliciter une préférence. Petite précision, vous allez parfois avoir, si on peut juste revenir sur la slide précédente, merci. Vous allez parfois avoir plusieurs taux. Donc ici, on a deux taux, un taux à 0% préférentiel, un autre taux non préférentiel. Vous pouvez avoir plusieurs taux non préférentiels. Il peut arriver que certains pays aient un traitement, soient soumis en fait, à un régime un peu plus restrictif. Alors, ce sont souvent des pays soumis à embargo, type Corée du Sud ou Iran, par exemple. Dans tous les cas, s'il y a une petite distinction, vous avez une liste de pays qui s'affiche. Il vous suffit de cliquer sur la liste. Vous vérifiez si la France est bien comprise dans le taux et vous pouvez comme ça vous assurer qu'elle est bien concernée. Alors, la deuxième question à se poser, une fois qu'on sait qu'on a un intérêt économique à solliciter l'accord, c'est quelles sont les règles d'acquisition de l'origine préférentielle Canada pour les fraises déclarées à la position 0811. Donc, autrement dit,
sous quelles conditions la marchandise va pouvoir acquérir cette origine préférentielle canadienne dans l'UE. Donc, sur le site internet des douanes, à la zone Amérique, on retrouve cette fameuse ligne donc sous forme de tableau. Donc, on voit bien qu'on est concerné par l'échange UE-Canada, donc on est dans le cadre de cet échange. Dans la colonne du milieu, vous allez avoir la référence au protocole d'origine qui va contenir les règles d'acquisition de l'origine préférentielle. Donc, dans le jargon douanier, on appelle règles de liste. Et dans l'Union européenne, ces protocoles d'origine sont publiés sous forme de journaux officiels. Donc, ici, vous voyez, pour retrouver ces règles, il vous suffit de cliquer sur le JOUE L11 donc du 14 janvier 2017 et c'est signifié un protocole d'origine. Et parfois, vous avez même directement la référence de la page à laquelle vous reportez. La colonne de droite, on y reviendra un petit peu plus tard, concerne les documents justificatifs de l'origine. Alors, si on clique sur ce journal officiel pour retrouver la règle d'origine, on va arriver finalement à un tableau. Donc, les règles de liste sont reprises sous forme de tableau donc, qui reprennent les marchandises par chapitre, puis par position tarifaire. Donc, vous voyez, les frais étaient classés à la nomenclature 0811, donc à la position tarifaire 0811. On se rend au chapitre 8 dans le tableau, qui concerne bien les fruits comestibles, dont les fraises font partie. Et on voit que pour la position tarifaire 8.11, on a une règle spécifique. Il va y en avoir une autre pour les positions tarifaires comprises entre 0,801 et 0,810, une position spécifique pour le 0,812. Nous, on se concentre sur la 0,811. La règle de liste est donc la suivante. Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues et le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40% du poids net du produit. Donc ici, on est sur une règle cumulative. Il va falloir respecter les deux critères. Premièrement, il faut que toutes les frais soient entièrement obtenues au Canada. Et ensuite, deuxième point à respecter, si le fabricant canadien utilise du sucre qui n'est pas originaire du Canada, le poids de ce sucre non originaire ne doit pas excéder 40% du poids net total du produit. Donc voilà, c'est ces deux règles à respecter. À partir du moment où elles sont satisfaites, les fraises ont une origine canadienne, une origine préférentielle canadienne. Elles peuvent donc bénéficier du taux de 0% qu'on a vu précédemment donc dans la petite recherche sur Access to Market. Alors ensuite, dernier point, dernière question à se poser. On a vu qu'il y avait un intérêt économique à solliciter l'accord UE-Canada. On a vu que les fraises respectaient bien les règles de liste contenues dans l'accord. Dernière question à se poser, quels sont les documents justificatifs de l'origine préférentielle Canada reconnus dans l'Union européenne? Donc là, dans le fameux tableau repris sur le site internet des douanes, vous avez une colonne spécifiquement dédiée aux documents justificatifs et on voit que dans l'échange UE-Canada, il n'y a qu'un type d'accord, un type de justificatif qui est repris, c'est la déclaration d'origine. Alors, selon les accords, il peut exister d'autres types de documents justificatifs. Je vous ai parlé tout à l'heure du certificat EUR1. On peut aussi également avoir la connaissance de l'importateur, etc. Donc, ici, on est sur la déclaration d'origine. L'intérêt de ce type de justificatif, on va le voir avec la slide suivante, c'est de pouvoir auto-certifier l'origine préférentielle de ces marchandises. Donc, effectivement, dans le cadre de certains accords préférentiels, l'exportateur UE communautaire peut certifier lui-même l'origine préférentielle UE de ses produits. Alors, cette auto-certification, son intérêt, c'est qu'elle est gratuite. C'est un gain de trésorerie pour les opérateurs, puisque le certificat EUR1, lui, est payant. La délivrance du carnet souche est payante. Cela concerne donc les accords qui vont retenir la déclaration d'origine ou l'attestation d'origine comme justificatif. Donc, c'est le cas de notre accord UE-Canada, puisque la déclaration d'origine s'applique. Et alors, comment cela se traduit dans les faits? L'autocertification, en fait, ça se traduit par l'apposition sur un document commercial. Donc, le plus souvent, c'est la facture commerciale. Sur l'apposition donc sur ce document d'une mention qui va valoir attestation de l'origine ou déclaration de l'origine. Donc, chaque protocole origine va définir spécifiquement quel est le libellé de cette mention, mais de manière très générale, le libellé correspond à celui qui est indiqué donc, sur la slide. Donc, l'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. Donc là, dans notre échange, ça serait Canada. En deçà d'un certain seuil de valeur de marchandises origine préférentielle exportée, cette apposition de la mention, donc par exemple sur la facture, va être libre. Donc,
si, par exemple, dans l'exemple UE-Canada, la valeur était de 6 000 €, très généralement elle est de 6 000 €. Donc, en deçà d'une valeur de 6 000 €, en tant qu'exportateur, vous pouvez librement apposer cette mention sur votre facture commerciale, par exemple, et cela vaudra attestation d'origine, donc déclaration d'origine. Pour les territoires d'outre-mer, ce seuil est un petit peu plus élevé, donc il est à 10 000 €. En revanche, si la valeur des marchandises d'origine préférentielle exportées excède ces seuils, donc soit 6 000 € de manière générale ou une petite exception 10 000 € pour les territoires d'outre-mer français, l'exportateur va devoir solliciter un statut, soit l'exportateur agréé, soit l'exportateur enregistré, auprès de l'administration des douanes pour pouvoir délivrer ce fameux justificatif d'origine à son client. Donc là, c'est s'il veut faire bénéficier son client d'une origine préférentielle, il est obligatoire qu'il sollicite l'un ou l'autre de ces statuts selon ce qui sera prévu dans l'accord. En l'absence finalement de cette autorisation, donc vous voyez dans la petite mention dans le libellé qui est repris à l'écran, on voit un numéro d'autorisation douanière. Donc c'est ce numéro-là qui est à reporter dans la mention si on excède le seuil. Donc, sans ce statut, sans ce numéro d'autorisation, finalement, on bascule dans le régime de l'origine non préférentielle et finalement la marchandise sera taxée au taux de droit de douane de droit commun. Alors, ces fameux statuts, l'exportateur agréé, l'exportateur enregistré, ils ont une seule et même finalité. Selon l'accord, il s'agit en fait uniquement d'un changement de terminologie. Soit le statut va prendre le nom d'exportateur agréé, soit le statut va prendre le nom d'exportateur enregistré. Dans tous les cas, il s'agira d'auto-certifier de l'origine préférentielle, donc UE de ces marchandises, ou Canada selon où on se trouve dans le flux, soit à l'importation, soit à l'exportation. Dans tous les cas, donc, il est obligatoire lorsque la valeur des marchandises origine préférentielle à auto-certifier et à exporter excède le seuil défini dans l'accord. Pour le Canada, c'était 6 000 €. Et il va donc se traduire par la délivrance par l'administration des douanes d'un numéro d'autorisation. Donc, il va être à reporter sur le document, dans la mention, et c'est l'ensemble, donc la mention plus le numéro, qui vaudra attestation d'origine ou déclaration d'origine dans les cas où les seuils de valeur sont dépassés. Selon l'accord, comment solliciter ces statuts? Pour l'exportateur agréé, on a un formulaire dédié CERFA à renvoyer donc, au pôle action économique. Vous complétez ce formulaire qui est disponible au lien indiqué sur la slide et qui vous sera remis. Vous contactez le PAE, vous complétez le formulaire et ensuite, le bureau de douane dont vous dépendez géographiquement parlant assurera la recevabilité de votre demande. Pour l'exportateur enregistré, en fait, il suffit de déposer cette demande directement par informatique dans le téléservice Soprano. Donc, pour rappel, il faut être au préalable habilité à Soprano, donc avoir reçu les droits utilisateurs. Là, c'est pareil. Si vous avez un doute sur est-ce que je suis habilité ou non, vous nous faites un petit mail au PAE, nous, on vous confirme. Et de toute façon, dans tous les cas, vous pouvez nous solliciter, on vous accompagne pour la mise en place de ces démarches. Selon les statuts, un certain nombre de pays sera concerné ou non par tel ou tel type de statut. Donc, on voit un petit tableau récapitulatif avec les principaux pays concernés par statut. Pour l'exportateur agréé, finalement, ce sera les pays européens, donc non membres de l'Union européenne, mais membres de l'espace européen économique, donc l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse. On a tous les pays du pourtour méditerranéen, dont les principaux pays du Maghreb, donc Algérie, Tunisie, Maroc. On a aussi l'Égypte, la Turquie, Israël. Certains pays d'Amérique centrale, donc le Mexique, le Chili, le Pérou. On a aussi la Corée du Sud, Singapour, et les pays de la zone ACP. Pour le numéro REX, qui se met de plus en plus en place, dernièrement, donc, on a eu l'accord avec le Japon qui l'a reconnu, l'accord avec le Vietnam, l'accord avec le Royaume-Uni. On a également le Canada et certains pays africains, donc comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Et on retrouve aussi tous les tomes, donc tous les tomes français, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, etc., Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, dès que vous avez des échanges avec les tomes, interrogez-vous sur est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir le statut de l'exportateur enregistré au-delà du seuil de 10 000 €. Mais voilà, c'est systématique pour les territoires d'outre-mer français. Voilà pour la présentation des accords commerciaux. Donc, je vous rappelle
quand même l'intérêt. Donc, vous êtes exportateur, vous allez pouvoir démarcher des clients en faisant valoir des prix plus concurrentiels pour vos marchandises. Et à l'inverse, vous êtes fabricant, vous pouvez aller faire du sourcing dans des pays tiers en allant chercher des matières premières qui seront beaucoup moins taxées dans l'Union européenne. Autre facilité proposée par l'administration des douanes, le dédouanement centralisé national. Alors, le DCN, donc le dédouanement centralisé national, c'est un levier pour fluidifier vos échanges commerciaux, puisque par principe, les entreprises, les opérateurs vont être autorisés à déposer leur déclaration d'importation et ou d'exportation auprès d'un seul bureau de douane, alors que les marchandises, elles, vont être présentées auprès d'autres bureaux. Donc, on a une petite carte à l'écran. On imagine des marchandises arrivées à Bordeaux et à Marseille. Donc, elles sont présentées physiquement à Marseille et à Bordeaux. Pour autant, elles vont être déclarées auprès d'un seul bureau à Rouen. Donc, en fait, on a une dissociation du flux déclaratif des flux physiques de marchandises. Donc, on n'a plus d'obligation, en fait, grâce à cette facilité, de lier les documents et les marchandises. L'objectif, c'est vraiment de centraliser donc, les formalités douanières auprès d'un seul bureau de déclaration. Ça permet une gestion plus souple des processus logistiques des entreprises, adapté à leur chaîne de fabrication et d'approvisionnement, selon que nos entrepôts soient dans tel ou tel endroit sur le territoire. Et en tout cas, c'est vraiment un vrai point de contact douanier unique donc pour déposer ces déclarations en douane, mais également pour déposer les demandes de rectification ou d'invalidation de ces déclarations, par exemple, ou encore pour déposer des demandes de remboursement, etc. etc. N'hésitez pas, si ce type de facilité peut correspondre à votre processus logistique, si vous y voyez un avantage, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter pour mettre en place cette facilité. Il en existe d'autres. Je vais laisser la parole à M. Muller pour vous les présenter. Il s'agit des régimes particuliers et on le verra. Là, on sort un petit peu du cadre des accords commerciaux où finalement on est dans le cadre d'un régime préférentiel, mais parfois dans certains échanges, finalement, il n'y a pas d'accords commerciaux. Les marchandises arrivant dans l'UE vont être frappées au plus haut taux de droits de douane possible. Il existe cependant des régimes, des facilités qui vont potentiellement vous permettre de tout de même importer ces marchandises selon des conditions avantageuses. Merci Gaëtan. Ouais, merci Gaëtan. Je vais du coup vous expliquer, vous présenter les régimes particuliers. Alors déjà, un régime particulier, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Alors, un régime particulier, ça va permettre à une société de l'Union européenne d'importer des marchandises tierces, c'est-à-dire non Union européenne, en suspension à la fois des droits de douane, de la TVA et des mesures de politique commerciale. Après, il faudra juste utiliser ces marchandises tierces avec un usage particulier. Ces trois grandes familles, trois grandes étapes, ce sera soit le stockage, la transformation ou l'utilisation. On y reviendra plus en détail juste après par des exemples concrets. Et les régimes particuliers, qu'est-ce que ça peut vous apporter et quels sont les avantages concrets que dont vous allez pouvoir bénéficier? Tout d'abord, ça va être une souplesse dans la gestion de votre trésorerie, parce que si les marchandises qui font l'objet de ces régimes particuliers sont réexportées, finalement, vous n'aurez pas à payer de droits de douane. Et si les marchandises que vous importez sont finalement versées sur le territoire de l'Union européenne, c'est uniquement à ce moment-là que vous paierez des droits de douane. Donc, vous voyez, il y a aussi la possibilité de reporter le paiement de ces droits. Les régimes particuliers, ça permet aussi d'adapter les facilités douanières à un processus logistique qui est fortement internationalisé. Concrètement, si vous avez une étape de la production qui se réalise à l'étranger, ça peut être très utile pour vous de solliciter un régime particulier pour la transformation. Et enfin, les régimes particuliers, l'objectif principal aussi, c'est de vous permettre d'affronter dans des meilleures conditions la concurrence internationale. Ce qu'on le verra, certains régimes particuliers ont clairement pour objectif de favoriser les entreprises de l'économie de l'Union européenne. Donc, de manière très concrète, vous avez 5 régimes particuliers qui existent et qui correspondent chacun soit à la fonction stockage, soit à la fonction utilisation, soit à la fonction transformation. Donc là, vous avez la liste, mais on va revenir sur des exemples concrets pour chacun d'entre eux.
En ce qui concerne la fonction utilisation, l'objectif, c'est d'importer temporairement des marchandises dans l'Union européenne en suspension de droits de douane et de taxes, mais ce sera que pour un usage déterminé. Typiquement, vous avez besoin de réaliser un essai technique en France ou dans l'Union européenne, où vous avez une exposition où vous souhaitez exposer des marchandises tierces hors de l'Union européenne. Dans ce cas-là, si vous sollicitez l'admission temporaire, vous ne payerez pas de droits de douane. Donc là, vous avez l'exemple de l'importation d'une voiture électrique en provenance des États-Unis dans le cadre d'une exposition. En temps normal, si vous ne sollicitez pas l'admission temporaire, cette importation est passible de 10% de droits de douane et de 20% de TVA. Si vous sollicitez la fonction utilisation, cette importation se fera en suspension de droits de douane et de TVA. Et l'objectif, c'est que la marchandise qui aura été exposée reparte hors du territoire de l'Union européenne. Si toutefois la marchandise venait à être versée sur le marché de l'Union européenne, c'est à ce moment-là uniquement que vous payerez ces 10% de droits de douane et les 20% de TVA. La seule condition pour bénéficier de l'admission temporaire, c'est que le bien qui est importé temporairement ne doit subir aucune transformation. Typiquement, si vous modifiez totalement la voiture électrique en la passant à une voiture traditionnelle, là, pour le coup, c'est une modification substantielle et vous devrez du coup payer à la fois les droits de douane et les droits et la TVA. Toujours dans la fonction utilisation, vous avez aussi la possibilité de solliciter la destination particulière. Alors, la destination particulière, ça va permettre de favoriser un secteur de l'économie, en particulier de l'Union. Et ça va permettre en fait d'importer des matières premières, par exemple, pour les intégrer dans une production de marchandises au sein de l'Union. Là, on va prendre l'exemple pour la construction d'un navire en France, à partir de matières premières russes. Là, typiquement, ça va être des tuyaux en fonte. Lorsque vous importez ces tuyaux en fonte pour une production générale, c'est passible de 3,2% de droits de douane et de 20% de TVA. Lorsque c'est destiné à la fabrication d'un paquebot, de croisière, ce sera en suspension. Si vous détournez du coup cette matière première pour de la construction bâtimentaire, par exemple, vous devrez quand même payer ces 3,2% de droits de douane et ces 20% de TVA. Donc, vous voyez qu'en fait, il faut vraiment que la matière première que vous importez soit exclusivement destinée aux produits qui peuvent bénéficier de cette suspension de droits de douane. Après, en ce qui concerne la fonction stockage, là, ça peut aussi avoir un intérêt pour vous si vous commandez en gros et que vous n'utilisez pas toute cette quantité de suite, mais que vous l'utilisez au fil de l'eau. Alors, concrètement, la fonction stockage, ça va vous permettre de stocker des matières premières, par exemple tierces, en France, en suspension de droits de douane, de taxes et de mesures de politique commerciale, et de les payer lorsque vous les sortez au fil de l'eau, ou de ne pas les payer si c'est réexporté hors de l'Union européenne. Donc, c'est un avantage de trésorerie pour vous parce qu'au final, vous ne payerez pas les droits de taxes, les droits de douane et les taxes afférentes à l'importation à l'arrivée en France, mais juste lorsque ça va sortir et uniquement lorsque c'est destiné au marché de l'Union européenne. Donc là, si on prend l'exemple d'aluminium en provenance de Russie et qui sont stockés en France, tant que c'est stocké, vous ne payerez pas les 3% de droits de douane et les 20% de TVA. Si les marchandises à la sortie de l'entrepôt douanier sont réexportées hors de l'Union européenne, vous ne paierez aucun droit de douane ni taxation sur ces marchandises. Pareil, si à la sortie de l'entrepôt, vous le placez sous un autre régime particulier, vous continuerez à bénéficier de cette suspension. Donc, ça peut être particulièrement intéressant si par la suite, vous avez une transformation. Par contre, si à la sortie de l'entrepôt douanier, vous versez cet aluminium sur le territoire douanier de l'Union européenne, c'est uniquement à ce moment-là que vous payerez les 3% de droits de douane et les 20% de TVA. Donc, ça peut être avantageux pour vous lorsque vous avez un gros stock, que vous n'avez pas forcément la trésorerie adéquate et surtout que vous ne savez pas si vous allez le réexporter ou le verser sur le marché de l'Union européenne.
La seule condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des transformations substantielles pendant la période de stockage. Seules sont autorisées les manipulations usuelles pour conserver l'état de la marchandise. Je vais vous présenter la fonction transformation et qui là peut vous intéresser, notamment si vous avez des sous-traitants à l'étranger ou que vous êtes vous-même sous-traitant d'une entreprise étrangère. Alors, vous avez le perfectionnement actif et le perfectionnement passif. Le perfectionnement actif, ça vise à favoriser l'activité économique au sein de l'Union européenne. Concrètement, vous êtes une société qui produit des marchandises destinées notamment à l'exportation, mais pour cela, vous faites appel à des matières premières étrangères hors Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, il est peut-être intéressant, il est intéressant pour vous de solliciter le perfectionnement actif. Concrètement, ça vous permet de transformer dans l'Union européenne et de réexporter en dehors de l'Union européenne en suspension de la fiscalité douanière. Donc là, on va prendre l'exemple d'aluminium russe que vous importez pour fabriquer des écrous. Vous pouvez du coup importer cet aluminium en suspension des droits de douane, donc 3% de droits de douane et 20% de TVA. Vous fabriquez vos écrous et à la fin, si vos écrous sont réexportés hors de l'Union européenne, par exemple la Suisse en l'espèce, vous n'aurez pas à payer de droits de douane ni de TVA. Par contre, si vos écrous sont versés finalement sur le marché national, c'est uniquement à ce moment-là que vous paierez les droits de douane. Si les écrous sont placés après en entrepôt douanier, vous bénéficiez à nouveau d'une suspension des droits de douane. Voilà. Donc, ça peut être vraiment intéressant si vous êtes sous-traitant, par exemple, d'une entreprise étrangère hors Union européenne et que vous vous approvisionnez en matières premières aussi à l'étranger pour cette production-là. Vous avez le pendant qui est le perfectionnement passif. Là, pour le coup, c'est faire appel à des compétences qui ne sont pas présentes dans l'Union européenne. Par exemple, vous êtes producteur de lin, vous exportez votre production de lin en Chine pour une transformation parce que vous n'êtes pas spécialisé dans la fabrication de vêtements. Donc, votre production de lin, vous allez l'exporter en Chine pour la transformation en chemisette. Et cette production va être réimportée après dans l'Union européenne. Si vous ne bénéficiez pas du perfectionnement passif, à la réimportation dans l'Union européenne, les marchandises sont passibles de 12% de droits de douane et de 20% de TVA. Si vous bénéficiez par contre du perfectionnement passif, vous réimporterez les chemisettes transformées en suspension de ces droits de douane et de la TVA. Donc, vous voyez quand même un intérêt pour vous de solliciter ces régimes particuliers qui ne sont pas de droit. Donc, après ces exemples très concrets, si vous êtes intéressé par l'obtention d'un régime particulier, comme je vous l'ai expliqué, ils ne sont pas de droit, il faut les solliciter auprès de l'administration douanière qui instruira votre demande. Donc, votre demande va être déposée dans Soprano. Donc, on l'a déjà évoqué, Soprano, ça vous permet de déposer, c'est le service douanier qui est accessible depuis votre compte ProDouane et qui vous permet de déposer vos demandes. La demande est instruite par le bureau de douane, notamment le pôle de gestion des procédures, mais sachez que le pôle action économique est là pour vous aider à remplir ces unités ou non de bénéficier de ces régimes particuliers, à vous conseiller aussi quel est le régime particulier qui sera le plus adapté à votre situation. Voilà, j'en ai terminé pour les régimes particuliers et du coup pour cette présentation. Là, on vous a remis pour information les points de contact que vous pouvez solliciter en fonction de votre zone d'implantation. Donc, si vous êtes du département 27, donc de l'Eure et de la Seine-Maritime hors arrondissement de l'Eure, c'est le pôle action économique de Rouen qui est compétent. Pour le Havre, l'arrondissement du Havre, c'est uniquement le pôle action économique du Havre. Et le pôle action économique de Caen, lui, est compétent pour les entreprises situées dans la Manche, dans le Calvados et dans l'Orne. Voilà, merci de votre attention et je reste à votre disposition avec Gaëtan pour répondre à vos questions éventuelles. Merci Guillaume et merci Gaëtan. Un petit souci de caméra, je crois, de notre côté. Donc, on va… alors, je ne vois pas de questions. Donc, là, si dans les 2 minutes, on n'a pas de questions, je vous laisserai donc les adresser directement à Guillaume et Gaëtan. On vous envoie les présentations aujourd'hui ou demain. Donc, voilà,
pensez éventuellement à les interroger directement si on n'a pas pu répondre ce matin. Donc, vous pourrez retrouver le replay et toutes les informations, vraiment une information complète sur la stratégie export, les aides export, l'agenda, etc. Sur la plateforme. Donc, on vous a mis le lien. Et puis, juste pour information, le prochain webinaire qu'on va animer sera sur l'offre étudiante normande. Donc, on a invité l'ensemble des formations master, donc Bac+4, Bac+5, à présenter les formations et les profils d'étudiants qui vont pouvoir justement être accueillis en entreprise lors de périodes de stage ou de mission. Et également, on va vous présenter le dispositif Jeunes Diplômés et puis l'aide d'impulsion export qui peut être aussi une aide au recrutement pour des alternants. Donc voilà, donc ce sera le 1er février 2022. Donc merci à tous. Julia, on a une question dans le chat. Ah d'accord, pardon, je ne la voyais pas. Je te laisse y répondre parce que je ne la vois pas. La question, c'est est-ce que vous faites des audits de situation? Alors, on n'appelle pas ça audit de situation, mais on a ce que je vous ai proposé, c'est les entretiens individualisés. Concrètement, vous nous contactez pour solliciter un entretien. Vous avez un échange avec une cellule conseiller aux entreprises qui permettra finalement, nous, d'identifier votre besoin, votre profil. On regarde aussi vos flux import-export et après, on convient d'un rendez-vous qui peut se faire soit en présentiel dans vos locaux ou dans les nôtres, soit en visioconférence. Au cours de cet entretien, on vous expose vraiment toutes les facilités douanières que vous pouvez solliciter. On vous explique comment les mettre en œuvre et concrètement ce que ça va vous apporter en termes de gains de temps, en termes de gains financiers, etc. Et à l'issue de cet entretien-là, vous recevez un compte-rendu. Donc, c'est un rapport écrit qui vous permettra après de mettre en application, si vous le souhaitez, les facilités qu'on vous propose. Donc, en soi, c'est pas un audit comme on entend au sens littéral du terme, mais par contre, c'est un conseil qui est personnalisé au regard de votre profil et de votre situation. Et je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Merci. Ouais, en fait, du coup, je ne la voyais pas, donc je m'excuse. Non, pas de souci. Guillaume. Bon, bah voilà. Donc, moi, j'ai terminé. Je vous remercie encore et merci à Guillaume et à ton équipe pour ce cycle de 4 webinaires qu'on a animés ensemble. C'était vraiment très intéressant et puis assez technique aussi. Donc, j'espère que les entreprises vont pouvoir s'emparer des sujets et puis vous solliciter si elles ont besoin d'un accompagnement sur l'ensemble des thématiques que vous avez présentées depuis octobre dernier. Merci beaucoup. Merci. Ouais, j'en ai. Au revoir.